Donc on accueille désormais Chantal Dugave, artiste professionnelle, enseignante en arts plastiques à l'école d'architecture de Lyon et qui a beaucoup travaillé sur l'UHSA et qui va là mettre en image, en récit, ce qui a pu être dit avant. Vous travaillez beaucoup autour des états limites aussi, des limites conventionnelles. Vous cherchez à travers la création à amener du décalage et à travers ce décalage retrouver du sens. Donc on va vous écouter. Je précise aussi pour ceux qui sont de passage à Paris entre novembre et janvier que vous exposez à la galerie du Buisson, dans le 10e. Du Buisson. Du Buisson. Dans le 10e arrondissement. On vous écoute ? Bon, d'abord, je voulais remercier le GRAF de m'accueillir, puisqu'en fait, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel pour moi d'être là un peu en décalage, mais comme vous allez voir, le décalage, j'adore. Donc, du coup, voilà, je voulais dans un premier temps vous remercier de m'avoir accueilli. Alors moi, je vais commencer avec une petite histoire qui n'est pas la mienne, qui n'est pas ce que vous voyez, et qui raconte exactement qui je suis. En fait, ça commence, on est en fait entre l'Israël-Palestine, enfin plus précisément la Palestine. Alors ça fait un petit zoin, alors je ne sais pas, je pense que je vais rester par là. Donc voilà, je fais comme ça, voilà. Donc ça commence donc entre le Liban et la Palestine, enfin le Liban et l'Israël, c'est pas la Palestine. Et il y avait une personne qui était au checkpoint et puis qui filmait. Voilà, c'était une personne, pas du tout artiste, rien, c'est un mec qui faisait son boulot. Tous les jours, il filmait les gens qui passaient la frontière. D'accord ? Donc, inutile de vous dire, c'est la tension. On est dans un système, on peut le dire, des pays en guerre. Et donc, il filmait ce passage. Donc, vous voyez ces caméras de surveillance avec la date, l'heure, etc. Et puis, peu à peu, chaque jour, on voyait la caméra qui se glissait. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe ? On n'a plus le checkpoint. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi ce glissement ? Jusqu'au jour J, où il a filmé la mer et le coucher de soleil. Donc c'est une vidéo qui n'a... En fait, malheureusement, ce type a été emprisonné, donc il n'y a pas de nom spécifique derrière, et qui a été présenté à la Maison Rouge, je ne sais pas si vous connaissez, à Paris, qui fait aussi cette relation entre l'existant, enfin de travail artistique et des travaux peut-être plus... films, documentaires, etc. Donc pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est très précis. Tout mon travail est là-dessus. Sur justement, au départ, on a une chose, on a une réalité, on a un monde, parce que physiquement, on vit dans un monde, enfin, comme tout le monde, et on raconte des choses, et moi j'essaie de donner à voir et raconter autre chose. Alors pour vous parler de mon cursus, donc je suis architecte, et après j'ai fait un post-diplôme à l'École des Beaux-Arts, c'est de ce sens. Je cherchais justement cette notion du sens, puisqu'en architecture, c'était une chose, mais je ne puisais pas une certaine des questions que je me posais sur le monde et qu'il me fallait prendre cette direction plutôt recherche artistique pour essayer d'expérimenter tous ces domaines-là. Alors, évidemment, ce qui a été dit ce matin, qui était très précis sur cette idée de la discontinuité, la notion de décalage, je vous ai parlé. Mais avant tout, moi, je voudrais vous parler d'une autre terminologie qui, pour moi, est la plus importante, c'est la notion de résistance. C'est-à-dire que, quelque part, quand il y a des choses qui pour moi, me touchent, me rapportent d'un monde, j'essaye justement, d'abord parce que je suis dans la résistance au départ, de l'interpréter et de le retranscrire. Alors, évidemment, c'est mon approche, c'est ma réalité, enfin, ma perception. Mais ce qui est assez intéressant, ce qu'on verra un peu avec les exemples, c'est qu'est-ce qu'il en ressort. C'est-à-dire que quand l'élément passe au travers, comme on disait avec, excusez-moi, je suis obligée de regarder le nom, le professeur du Bernard tout à l'heure, c'est-à-dire que les choses nous passent au travers. Donc finalement, on n'est que des acteurs où les choses nous passent. Donc du moment qu'il y a réalisation, des objets, enfin des pièces, on appelle ça des pièces artistiques, et bien finalement, c'est comment les gens vont réagir. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les histoires, les anecdotes, tout ce qui va se passer? Et là, je vais essayer de vous
présenter le HSA. Donc le HSA, c'est un bâtiment qui a été construit à Lyon, au Vinatier de Lyon, qui était effectivement porté par l'équipe, alors excusez-moi, je ne sais pas encore tous les noms, alors je sais juste votre prénom, Jean-Paul, au départ, et puis qui après a été pris par l'équipe par la suite. Donc le HSA, c'est une unité hospitalière spécialement aménagée, donc c'est un hôpital psychiatrique pour les prisonniers. Alors pourquoi ce type de programme en France? Parce que déjà dans un premier temps, j'ai des chiffres, je ne sais pas s'ils sont vraiment les bons, mais ceux que j'avais à ce temps-là, c'est que 70% de personnes dans les hôpitaux ont besoin d'un suivi psychiatrique. Puisque l'enfermement, hein, Foucault le disait... Pardon? Ah pardon, excusez-moi. Mais donc, pourquoi? Parce que justement, l'enfermement, comme disait Foucault, enfin même moi-même, je ne voudrais pas le vivre. Donc du coup, quelque part, il y avait dans les prisons, il y avait un centre psychiatrique qui était mis en place, mais au sein même des prisons. Et là, depuis 3 ans maintenant qu'a commencé le premier programme, ils essayent de faire en sorte qu'un hôpital soit construit avec les moyens de l'hôpital, avec l'enceinte pénitentiaire. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire, on est dans le bâtiment pénitentiaire, de soins et avec le contour pénitentiaire. Donc ça, c'est très deux ministères, deux enjeux, deux problématiques. Alors je peux vous dire, c'est un monde de tension et très intéressant qui était très constructif. Et pourquoi le Vinatier? Alors peut-être Jean-Paul pourra plus répondre, mais je crois que si je me souviens bien de l'historique, c'est que finalement c'était parce qu'en psychiatrie à Lyon, et a priori il y avait déjà une forte équipe, un lieu et en plus un engagement vis-à-vis de ce programme qui a fait que le premier programme en France a été construit à Lyon. A priori, je crois qu'il y en a 6 maintenant et il y en aura 20 en France. Voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire du bâtiment et du programme. Après, dans un deuxième temps, il y avait aussi dans l'équipe du Vinatier, toujours à Lyon, une force qui était là depuis plusieurs années et qui ont installé culture et santé. Alors c'est maintenant culture hôpital. Enfin bon, le principe est le même, c'est-à-dire de faire intervenir des artistes dans le milieu psychiatrique. Attention, pas des art thérapeutes, on dit bien des artistes, c'est-à-dire on ne nous demandait pas d'être thérapeute, mais d'être là au sein des ateliers, dans d'autres circonstances, etc., que vous verrez dans le bâtiment, pour accompagner ou être dans les projets. Et des résidences d'artistes. Tout à fait. Et donc, il y avait aussi également Karine Delanoë, qui s'occupait à ce moment-là de la ferme du Vinatier, donc qui était à peu près ce lieu qui mettait en place ce type d'approche, qui était responsable et qui, lors de ce programme qui a été qui a été construit la première fois en France, a suggéré que l'artiste soit au démarrage du projet. Et ça, c'est très important. Et là aussi, il y a la résistance et la désobéissance. C'est-à-dire que normalement, un artiste arrive quand un bâtiment est fini, on appelle ça un 1%. C'est-à-dire, en gros, c'est du façadisme. C'est-à-dire, pour faire joli, on a arrangé tout le monde, on a fait notre 1%, tout va bien, ouf, on a donné l'argent aux cultures, ça va bien. Sauf qu'elle a changé la démarche. Elle a dit, l'artiste, je le veux à l'amont du projet. C'est-à-dire qu'avant qu'il y a même esquisse du projet, donc dans le concours, il y a l'artiste jusqu'à la réalisation. Et ce programme, grâce à Karine Delanoë, a été porté jusqu'au final. Donc aujourd'hui, tous les UHSA qui se construisent en France ont, dans cette charte, l'obligation de travailler avec un artiste dès le démarrage du projet. Donc ça, c'est très intéressant, puisqu'en fait, toute la représentation aussi qu'on a d'un travail artistique dans des lieux, et n'est pas uniquement là pour décorer, pour faire rigoler la galerie, etc., mais pour entrer dans les fonds du problème et les problématiques du problème. Ça, c'est très important. Alors, par rapport à l'UHSA, pour moi, tout de suite, je me suis dit, bon, c'est un mur de 400 mètres de long. Donc 400 mètres, c'est 400 mètres, quoi. Et 6 mètres de haut. Donc tout de suite, la problématique qui posait à l'artiste, c'était de faire en sorte que ce mur disparaissent.
Pourquoi? Parce qu'on est au Vinatier. Vinatier, ils essayent justement de sortir cette image de la psychiatrie et sortir hors les murs, puisqu'il y a des CNP, et puis enfin des centres qui rentrent dans la ville. Et là, tout d'un coup, on leur amène un bâtiment avec un mur de 400 mètres de long. Donc évidemment, quelque part, tout de suite, on met l'artiste sur ce problème, essayer de me faire disparaître ce mur. Bon, oui, d'accord, donc le mur, voilà. Et l'idée par rapport à ce projet, c'est tout simple, c'est de travailler sur... Alors, c'est là où je vais... Est-ce que le mur de l'hôpital pénitentiaire pouvait devenir paysage? Donc ça, c'était ma question. Donc je vous expliquerai après. Alors, pour redéfinir un petit peu le contexte, on va dire, du bâtiment. Donc vous voyez, nous sommes... alors je ne sais pas ceux qui connaissent Lyon, nous sommes vers le périphérique. Le bâtiment est vraiment tout derrière, caché dans le Vinatier, le plus au fond du Vinatier. Et avec, vous voyez, donc ce mur d'enceinte, hein, qui est, comme je vous l'ai dit, le mur pénitentiaire, avec à l'intérieur le bâtiment hospitalier, ou qui est purement psychiatrique. Donc il y a vraiment une limite physique entre le mur et puis justement les gens qui rentrent et les soins qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est aussi très important. Alors, l'idée, c'est, voilà, puisque vous avez vu les parcs. Alors ça, bon, je ne connais pas tellement le monde de psychiatrie. Quand j'ai commencé à travailler avec... c'est ce côté du... Je ne sais pas, il y a 1% de... Enfin, il y a un tiers de construit et 2 tiers de verre. Alors, je pense que j'ai compris que c'était tout dans la genèse, un peu du soin, etc. Et j'ai trouvé tout de suite intéressant, puisque quelque part, alors vous ne connaissez pas, mais ceux qui sont lyonnais connaissent, il y a un très beau parc, qui est le parc de la Tête d'Or à Lyon. Et il y avait des arbres avec une essence aussi fabuleuse que le parc de la Tête d'Or. Sauf qu'évidemment, personne ne va venir se balader ici le dimanche, hein, puisque bon, voilà. Et donc, du coup, même si on pouvait, mais... il est ouvert, mais malheureusement, les gens ne viennent pas. Hein, donc... Si, ils viennent. Ils viennent? Les vélos, les boîtes à roulettes. Ah bon? Bon, bah tant mieux. Il y a même un parcours de santé à l'intérieur. D'accord, j'ai rien dit. Alors, donc du coup, des essences d'arbres absolument fabuleuses. Et tout de suite, je me suis dit, pourquoi je ne mettrais pas en dialogue ce mur avec les arbres? C'est-à-dire que tout d'un coup, le paysage ne s'arrête pas au mur, mais traverse le mur. Et donc, c'est tout un travail d'inox poly. Donc, l'inox poly, c'est du métal qui a exactement la problématique du miroir et donc qui fait qu'il a des temporalités différentes. C'est-à-dire que tout d'un coup, toute la continuité du ciel et du paysage déchire le mur. Puisqu'en fait, toute l'idée, dès le démarrage de ce projet, c'était de déchirer le mur, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de mur. Alors, pour la petite anecdote, excusez-moi, mais le directeur du Vinatier à ce moment-là, c'était M. Valmarie, voilà. Alors, M. Valmarie, qui connaissait très bien le projet, le premier jour où j'ai posé le prototype sur le mur, en fait, puisqu'en fait, lors du chantier, il y avait évidemment une entrée, qui était l'entrée principale, mais le chantier derrière. Donc, ils avaient fait une sorte d'escalier pour passer le mur, et moi, j'ai posé le prototype derrière. Je me suis dit, si c'est mauvais, au moins, il sera derrière. Et quand j'ai posé le prototype, M. Valmarie, au lieu de prendre l'escalier pour passer le mur, il a foncé dans le mur. Il a cru que j'avais fait une faille dans le mur. Donc, il n'a pas vu que le mur n'était plus existant. Et M. Valmarie, qui lui connaît le projet de début jusqu'à la fin, et donc l'entreprise a commencé à s'affoler. Et là, je me suis dit, c'est bon, ça a marché. Donc, cette idée, vraiment, tout d'un coup, de déchirer le mur. Et après, alors, je ne sais pas si vous connaissez... C'est comme ça que Jean-Paul est arrivé. Bon, après aussi une autre chose, parce que je ne sais pas si vous connaissez les murs. Alors on a un système qu'on appelle ça l'antigrappin. Vous voyez ce que c'est? C'est un boudin en béton, hein, qui est en dessus d'un mur en béton. Donc en fait, qui fait que quand on balance quelque chose, on ne peut pas, rien ne s'accroche, d'accord? Tous les murs pénitentiaires, le mur anciennement Berlin, maintenant malheureusement le mur Israël-Palestine, tous ces murs ont des antigrappins. Et là, vous voyez que moi, je l'ai viré. Je l'ai fait enlever. Et là, on rentre dans ces histoires des désobéissances et de créativité. C'est-à-dire qu'à un certain moment, comme on m'avait invité de faire ce travail,
moi j'ai commencé à taper les limites de sécurité. Et ça, vous allez voir. Donc les limites de sécurité et de sens de ce qu'on raconte de ce bâtiment. Donc là, par exemple, j'aurais dit, écoutez, vous voulez un mur déchiré? Bien. Sauf que moi, un boudin, techniquement un boudin en béton, avec un truc qui fait pseudo, qui suit ce contour, ça ne marchera pas. Donc il faut faire un choix. C'est ça aussi. Discontinuité, c'est choix. Donc à un certain moment, soit on laisse le boudin, mais on n'aura pas l'effet, ou soit on décide de faire qu'un boudin, ils l'ont fait que d'un côté, et de l'autre côté, on le laisse. Donc là, ils ont choisi, on a créé le bâtiment pour vraiment, vous vous rendez compte, s'il n'y avait pas ce boudin, on n'aurait pas eu ce rapport avec le ciel. Donc il n'y a pas de problème. Sauf que le jour où il y a eu le bâtiment qui a été testé par une superbe équipe qui s'appelle les GGN, que je ne connaissais pas, donc c'est un peu des tortues ninja, toutes noires, avec tout un tas d'appareillages absolument incroyables, et qui se balancent sur le mur pour essayer de s'évader le plus rapidement possible, pour voir, on va dire, le niveau sécuritaire du bâtiment. Et là, catastrophe pour moi, ils sont sortis en 2 minutes 30. Donc, du coup, branle-bas de combat, parce qu'en fait, quand je dis une équipe, il y avait donc l'entreprise, l'architecte, et il y avait moi. Donc il nous appelle, il dit non, non, mais là ça ne va pas, on ne peut pas laisser un bâtiment comme ça, c'est juste pas possible. Vous comprenez, on sort en 2 minutes 30. Et donc les architectes de l'entreprise disent non, mais vas-y, raconte au GGN le truc. Et donc voilà, je me suis dit comment je vais parler à cette équipe-là. Et donc j'ai commencé à leur parler comme je vous ai parlé là aujourd'hui, en leur disant voilà la problématique de la psychiatrie aujourd'hui, comme moi, encore une fois, je le vois, pas forcément comme les gens qui travaillaient en vinatier, et comment nous, dans ce travail, on avait essayé de faire disparaître, d'assouplir, etc., etc. Et voilà que quelque part, on est devant problématique entre la psychiatrie et le pénitentiaire, où aujourd'hui, au niveau de la société, les choses sont un peu diffuses, les gens ne comprennent pas vraiment. Donc voilà tout ce qu'on a cherché à faire dans ce bâtiment, qui effectivement, au niveau sécurité, on n'était pas forcément au point. Mais bon, voilà. Et donc, grand vide. Personne ne parle. Je dis, oh là là, là là, là ça va mal se passer. Et à la fin, tout d'un coup, donc, le responsable, le chef de l'équipe me dit, non, non, mais de toute façon, on n'est pas sorti par le mur. Vous voyez, là, il y a un système de luminaires là, donc, qui sont sur le mur. On s'est en fait accroché aux luminaires et c'est pour ça qu'on est sorti en 2 minutes 30. Et je savais très bien que c'était un mensonge. Tout le monde savait que c'était un mensonge. Mais on savait très bien, et là on revient sur la notion de loi, qu'il allait écrire à la préfecture, c'est finalement une problématique associée aux luminaires, etc. Et que tout d'un coup, tout avait glissé dans l'autre sens, où justement, ils avaient compris ce qu'était le bâtiment. Et à la fin, donc ça j'ai eu une des plus belles expériences de ce bâtiment, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, vous savez, on est des gens du GGN, mais on peut comprendre un travail artistique. Et donc voilà, ça c'est... Et c'est pour ça qu'il faut résister, et c'est pour ça qu'il faut se décaler, et c'est pour ça qu'il faut aller ailleurs. Parce que les gens, on a des principes, parce que c'est un peu ce que moi je me défends en tant qu'artiste, on a un principe binaire des choses, c'est-à-dire le bien, le bon, etc. Quelque part, tout est ordonné. Et tout d'un coup, quand vous allez ce pas de côté, que vous cherchez, vous titillez, se découvrent tous des mondes. Et dans des gens que vous n'attendez absolument pas. Moi, le GGN, j'aurais jamais cru. Donc, peut-être en psychiatrie, parce que c'est des gens assez fins. Pénitentiaire, j'ai découvert aussi des gens relativement fins. Mais en GGN, vous voyez? Donc, ça, c'est très important. Et c'est pour ça que je vous dis plein de petites anecdotes comme ça. Parce qu'en général, voilà, les choses sont construites, on ne les touche pas. Et quand on décale, quand il y a discontinuité, et vous avez raison de dire, il faut avoir obéissance, il faut faire acte d'obéissance pour montrer qu'il y a discontinuité. Et ça, c'est très important. Puisqu'autrement, si vous ne suivez pas les règles, vous êtes un peu délinquant. Tandis que si vous suivez les règles, mais vous donnez à voir autre chose, là, les gens vous suivent. Et donc, voilà, donc ça, c'est toutes des photos. Je vais passer assez vite parce que je voudrais vous montrer. Alors ça aussi, c'est l'intérieur. Parce qu'évidemment, on était à l'extérieur. Et l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le bâtiment, vous voyez, était relativement près du mur, c'est-à-dire 6 mètres. Et ce que j'ai cru comprendre, au niveau pénitentiaire et psychiatrique, on n'avait pas le droit d'avoir un miroir en face d'une fenêtre, puisqu'il y a des jeux de dialogue entre gens, et puis aussi en psychiatrie, le miroir, c'est pas non plus... Enfin, il y avait
pas mal de contraintes, donc je ne pouvais pas refaire le même système à l'intérieur. Donc moi, par rapport à ça, ou cette idée, vous avez vu là, cette idée vraiment du mur qui dépasse avec les armes et tout, donc je ne l'avais pas. Et donc j'ai trouvé un autre moyen, un peu différent, c'est travailler avec des vernis qui travaillent aussi pareil avec la lumière, mais qui jouent avec la pluie, le beau temps, avec, vous voyez, la résonance, donc ça c'est le chemin de ronde. Et puis avec la réverbération malheureusement des fenêtres, et puis aussi avec la vue par les chambres, et toujours ce rapport, comme vous voyez là derrière, avec les arbres. Parce que toujours, je voulais faire cette discontinuité avec les arbres. Alors pour la petite histoire, puisque je n'ai pas été invitée à l'inauguration du bâtiment, hein. Ben oui, et vous n'étiez plus là. Et donc voilà, bon, c'est pas grave. Hein, j'aurais voulu rencontrer Simone Veil, parce qu'en fait, le bâtiment s'appelle, enfin, a été érigé, enfin, maintenant, prend le nom, enfin, a le nom, le titre, enfin, c'est le bâtiment, comment il s'appelle ça du Simone, ouais, enfin, voilà, c'est elle qui a, on va dire, baptisé ce bâtiment. Et donc, du coup, je n'ai jamais pu savoir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur, là, dans ce bâtiment, comment les gens avaient vécu. Sauf que, ouf, à l'ENS à Lyon, ils m'ont invité de parler sur toute un colloque-conférence sur psychiatrie et prison. Et donc, j'ai rencontré les psychiatres qui travaillaient dans ce bâtiment. Et donc, tout de suite, la première chose, je me suis dit, alors, comment vous le sentez? Et elle a pris son iPhone, elle m'a montré simplement un poème. Je dis, ah bon, comment ça allait? Elle m'a parlé, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, l'histoire de Paul Verlaine quand il était enfermé. Et donc, il y a une très belle histoire, c'est le ciel est au-dessus, le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Donc, quand Paul Verlaine était enfermé, il y avait toujours ce rapport avec le ciel. Et effectivement, je ne m'étais pas rendu compte que dans ce travail, il y avait toujours cette recherche avec le ciel. La recherche avec l'ailleurs et la projection de l'ailleurs. Et donc, moi, c'était aussi, encore une fois, un très beau retour des gens, puisqu'il ne faut pas oublier, on parle des patients, mais on ne parle pas des soignants. Parce que les psychiatres et les soignants sont tous les jours enfermés. C'est ça aussi, parce que nous, on est toujours dans une société qui pleure les victimes. Mais bon, oui, c'est les patients, c'est sûr, c'est pas... Mais il y a aussi tous les gens qui travaillent, parce que moi, j'ai découvert tous ces gens qui travaillent pour ces causes. Des directeurs, des psychiatres, des soignants, etc. Et donc, ces gens-là sont aussi enfermés toute la journée, comme les patients. Donc, c'est ça qui était intéressant aussi d'avoir leur retour. Et donc, du coup, voilà, après, comme j'étais un peu plus loin, dans une sorte un endroit où il n'y avait pas trop de fenêtres près du mur, j'ai pu travailler. Alors, c'est un peu anecdotique, mais bon, pour le coup, je pense que ça marche. C'est une sorte de vol d'oiseaux migrateurs. Alors, évidemment, alors là, je vous en passe des détails. C'est-à-dire que le jour où j'ai présenté ça au concours, on m'a dit « Ah non, non, votre projet, il est fantastique. Mais alors, votre vol, là, il ne passera pas, hein. C'est-à-dire, on ne donne pas des croissants aux gens qui ont faim. » Je me suis dit, bon, de toute façon, le concours, on ne l'a pas encore, on verra bien. Sauf que le jour qu'on a eu le concours, on a dû voir si on faisait ou pas ce projet. Et là, c'était fantastique, puisque du coup, encore une fois, en psychiatrie, ils ont dit, mais attendez, nous, la première chose qu'on veut dans ce bâtiment, c'est que les gens pensent à s'évader. C'est avant tout ça, puisque si quelqu'un ne pense pas à s'évader, c'est qu'il est mort. L'esprit est mort. Donc, du coup, branle-bas de combat, évidemment, on a ressorti le projet et on a pu le construire. Et bon, voilà. Donc, du coup, là, c'est toujours depuis une chambre. Et évidemment, avec toute cette temporalité, parce que ce que je voulais remettre, ces oiseaux, c'est qu'ils amènent cette temporalité de la lumière. Et puis, bon, j'essaie d'aller vite, hein. Et après, avec les histoires de patios, parce que vous avez vu, je ne sais pas, le bâtiment, donc il y a plein de patios. Là, encore une fois, l'équipe m'avait demandé de réfléchir sur la notion du verre, puisque par ailleurs, j'avais travaillé au Vénatier dans des ateliers où j'avais effectivement fait tous des travaux de sculpture avec les enfants en osier vivant, dans des ateliers en psychiatrie. Et là, je me suis dit, bon, on va reproduire les mêmes modèles. Sauf que l'équipe n'était pas prête encore, puisque c'était une nouvelle équipe, n'était pas prête de faire des ateliers avec des patients. Donc, j'ai réfléchi sur une autre... Alors ça, c'est justement ce que j'avais fait avec les enfants en psychiatrie. Et donc, l'idée a été de chercher autre chose.
Et à Lyon, il y a toute l'histoire de la vallée de Givors, notamment de la rose. Et j'ai eu envie de travailler avec des roses, puisque les roses, pendant 6 mois, c'est fleuri, donc c'est absolument fabuleux. Sauf que je me suis dit, oulala, mais les roses, il y a des épines, et puis il y a des cicateurs. Est-ce que c'est pas un peu un problématique dans la sécurité, tout ça? Et alors, figurez-vous qu'il y a des roses sans épines, et puis il y a des roses qui peuvent avoir très peu d'eau, hein, donc qui, pendant, je ne sais pas, 3 mois, ou peut-être pas, mais enfin, très peu de maintenance. Et alors, non, par contre, même en taille, pendant 2 ans, ne peuvent ne pas être taillées. Ah, j'étais fascinée, donc là, pareil, je me suis dit, bah, super, je propose ça à l'équipe. Donc, vous voyez, c'est dans ces patios. Donc là, évidemment, c'est un peu tristoun parce qu'il vient d'être planté, donc ça ressemble à rien. Mais, et du coup, alors là, on voit sur le côté, là, je ne sais pas si vous voyez une placarde bleue. Pareil, je présente ce projet en psychiatrie. Il y avait aussi pénitentiaire, mais en psychiatrie, pour dire, bah voilà, on va faire un sorte de jardin botanique à l'intérieur, avec des essences de roses un peu remarquables. Et là, au lieu de me dire, oh non, tu exagères quand même, on n'est pas au jardin botanique, pareil, les gens, ils ont rappuyé sur le projet, à dire, bah, très bien, faisons des cartels. Faisons des cartels et expliquons quelles essences sera là, comme ça, quand les gens, les patients voient, ou même les soignants, voient quand les roses poussent, ils savent exactement à quelle rose, etc., est associé quel nom. Et là, encore une fois, une fois vous passez la limite, une fois vous passez la frontière, les choses s'ouvrent et c'est les gens qui vous proposent. C'est comme on disait tout à l'heure, ça nous traverse, mais c'est les gens qui vont revenir vers vous et qui vont faire en sorte que le projet va être encore plus flamboyant, quoi. Donc voilà, alors je fais vite parce que j'étais invitée aussi pour un deuxième UHSA le printemps dernier, mais cette fois à Cadillac, c'est vers Bordeaux, travailler aussi sur le travail du mur. Là, bon, j'ai un peu hésité parce que je n'aime pas faire 2 fois la même chose, mais bon, comme les contextes étaient différents et le paysage, enfin rien à voir, puisqu'il y avait alors pour un UMD, alors c'est l'unité de malades difficiles. Et après, alors c'est purement psychiatrique. Et puis après, il y a le UHSA qui s'est construit à côté. Donc on avait déjà un contexte qui était complètement différent que celui de Lyon. Et là en fait, je suis dans les vignes. Alors je me suis dit, bah tiens, les vignes, pourquoi ces murs, ils sont toujours gris, quoi? Mais c'est vrai, ces murs d'hôpitaux, là, c'est épouvantable. Enfin, pas d'hôpitaux, excusez-moi. Tous les murs sont gris. Donc pourquoi on ne changerait pas, puisqu'on est dans les vignes, et faire en sorte, puisqu'en plus je l'ai visité, c'était un peu les vendanges, donc il y avait plein de mous de vin un peu partout, je me suis dit pourquoi on ne ferait pas un mur teinté dans la masse et un mur bordeaux. Donc du coup, l'idée est partie de faire un UHSA, mais cette fois avec un mur bordeaux, avec les principes que vous allez voir, c'est pour ça que je vais la faire courte. Bon, vous voyez, hein, au niveau morphologie, on se retrouve exactement dans les mêmes problématiques que l'autre, c'est-à-dire le bâtiment hospitalier au centre, le bâtiment, enfin, on va dire la limite pénitentiaire à l'extérieur. Et j'ai repris un peu toujours ces histoires d'inox, mais cette fois beaucoup plus latérales, puisque nous sommes dans les coteaux et qu'il y avait les rythmes avec le paysage. Et là, à l'intérieur aussi, avec le vernis, mais cette fois avec, vous voyez, quelque chose de plus conséquent. Mais c'est surtout ça, mon bébé. C'est le dernier. Puisqu'en fait, je ne voulais pas reproduire la même chose. Je me suis dit, oh là, pomme C, pomme B, sauf la couleur du mur qui change. Là, la création, pas génial. Et après, je commençais à réfléchir, je me suis dit, mais il manque un truc, parce que bon là, pour le coup, je devais beaucoup plus travailler sur les cours de détente, les cours de promenade, les patios, c'est-à-dire les gens qui peuvent avoir des assises, etc. etc. Et là, j'ai pensé à travailler en fait un rocher ciel. Au lieu d'avoir le mur ciel, un rocher ciel. Alors, pourquoi? Donc, c'est techniquement, hein, c'est de l'époxy avec une sorte de, on va dire, de film d'argent qui fait qu'on a cette réflexion. Alors, évidemment, avec la forme, ça déforme le paysage et tout. Mais surtout par rapport au sens, parce qu'encore une fois, moi, enfin, personnellement, au niveau artistique, je me pose toujours, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je veux dire? Et qu'est-ce que je veux faire, quelque part, passer comme message? Et là, c'était pour parler de la notion de la différence. De la différence, et que peut-être que la différence, là, dans ce cas-là, ça peut devenir quelque chose d'exceptionnel. Donc, quelque part, après, chacun y fait son histoire. Mais moi, personnellement, c'était pour montrer que peut-être,
on peut refléter le ciel, même si on est différent. Et voilà, donc du coup, il y avait cette idée de faire, vous voyez, je ne sais pas si vous les arrivez bien à les voir, des sortes de grosses assises dans la cour de détente où il y aurait les patients, où il y avait ces rochers tout d'un coup absolument anecdotiques, un peu différents par rapport au reste. Voilà. Donc ça, je crois que j'ai parlé de tous les UHSA. Je parle assez vite puisque vraiment j'aimerais entamer des dialogues. Après, je voulais vous parler d'autre chose puisque, comme je vous ai dit, donc par rapport à mon travail, donc comme tout à l'heure on était, est-ce que c'était un mur d'hôpital-prison ou est-ce que c'était un paysage? Et là, je vais vous parler aussi de ce deuxième travail que je mets ensemble volontairement, puisqu'on est dans la même chose, on est dans la métamorphose. Alors, ça part déjà sur une histoire de toujours, puisqu'en fait, moi, j'ai fait travailler en post-diplôme en Israël-Palestine, donc c'est pour ça que je connais enfin un peu ces histoires-là, et notamment à Gaza. Une fois, il y a un bombardement, un zèbre qui disparaît, bon voilà, bombardement, dans le zoo, et qui fait qu'il naît que les enfants, les adultes, tout ça, n'ont plus de zèbre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont inventer un zèbre. Donc, ils ont pris un âne, ils n'ont pas un zèbre. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un certain moment, décalage, désobéissance, métamorphose, etc., etc., c'est que tout d'un coup, comment dans une situation de guerre difficile, où on peut dire que la réalité n'est plus là, mais qu'on cherche toujours l'exceptionnel, et qu'on cherche toujours la notion de vivre, on est barbare, mais on veut vivre aussi. Donc, et cette histoire, je l'ai adoptée, je l'ai trouvée absolument fabuleuse par rapport à tout ce que je raconte, par rapport à mon travail. Et donc, j'ai aussi peint mon âne en zèbre, qui s'appelle Gentiane pour le petit nom. Et en fait, bon, pour ne pas reproduire cette histoire bêtement, c'est ce qui va être présenté à la galerie, j'ai fait toute une vidéo où finalement on recherche cet animal fantastique, exceptionnel, dans la nuit. Hein, donc c'est très pictural, donc on cherche avec sa torche, dans la nuit, son soi. Parce que finalement, quelque part, moi je sais dans mon travail, on cherche. Et j'aimerais bien que les gens aient cette approche de se rechercher eux-mêmes, quoi. Donc on cherche dans la torche, avec la torche, dans la nuit, dans les craquements de bois, etc., l'animal fantastique, et on n'a que des brides, vous voyez, de cette peau peinte. Donc on voit qu'on est dans le côté artefact, mais qu'on n'est pas non plus, on est devant un animal, donc qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Qui fait peur, mais qui attire? Donc tous ces sentiments, parce que je trouve, enfin personnellement, en tant qu'artiste femme, je joue beaucoup sur cette histoire du sens, presque on peut dire le côté érotique ou le côté attirance, mais de répulsion aussi. Et tous ces éléments qui nous construisent, qui nous attirent, qui nous repoussent et tout. Et chaque fois dans les travaux, j'essaie de les amener et de faire en sorte qu'ils ressurgissent des pièces. Et quand j'arrive à aborder, parce que c'est toujours la même chose, je pense comme les chercheurs, on cherche, mais j'espère chercher toujours, parce que je ne suis jamais vraiment satisfaite de ce que je fais. Donc du coup, quand j'arrive à ce moment-là où toutes les choses se mettent en place, là j'arrive à toucher des fibres. Et du coup, par rapport à cette histoire-là, encore une fois, toujours très anecdotique, puisque cet âne était dans un haras de très beaux chevaux de sceaux. Donc effectivement, un âne n'est pas très fantastique dans un haras, parce que c'est là pour amuser la galerie. Et donc, tout d'un coup, quand je l'ai peint, ce jour J, et alors là, c'est devenu exceptionnel. D'abord, tous les chevaux le regardaient. Ça, j'ai rien fait, hein, les chevaux le regardaient. Mais en plus, le propriétaire du haras appelait les journalistes et tout, etc. Il fallait que tout le monde vienne voir ça. C'était absolument fantastique. Et quand je me suis baladée dans le village, tout le monde a cru que j'avais un zèbre. Hein. Parce que là, il n'y avait pas la tête, mais après, j'ai fait la tête. Mais du coup, tout le monde a cru que c'était un zèbre. Et donc là, c'est encore une fois magique. C'est-à-dire l'âne, entre l'âne et le zèbre sauvage, donc c'est vraiment ce décalage, ce saut sémantique entre deux mondes. Et quand là, entre ces deux limites, là, vous commencez à raconter des choses. Et voilà, alors, bon, moi j'ai parlé donc, là je vais refaire juste un petit
c'est pas que je répète, hein, ça c'est mon côté enseignant, je répète pour bien voir si on m'a bien compris. Mais donc j'ai pris ces deux œuvres similaires justement pour montrer cette histoire de la quête d'une autre réalité. Hein. Et surtout de faire en sorte que l'on voit autre chose que ce qui nous est imposé. Ça c'est très important. Après, il y a aussi, donc, comme vous avez vu, soit le mur se déchire pour laisser passer le ciel, hein, ou l'âne méditerranéen, le gentil âne, hein, devient par quelques coups de pinceau le zèbre d'Afrique. Donc Gaza et le HSA, deux endroits d'enfermement. Donc l'échappatoire n'est pas possible que par le rêve et le désir. D'être libre, parce qu'avant tout, on veut être libre. Donc semer le doute dans la réalité, transformer le banal ou le dangereux et le rendre singulier. Voilà. C'est aussi le dangereux. C'est très intéressant par d'autres travaux que vous verrez sur mon site internet. Je travaille aussi sur des soldats plastique que je fais fondre. Donc là, on est dans l'acte de l'héroïsme. Donc l'âne, l'animal domestique ordinaire, peut-il devenir un zèbre sauvage et noble? Le mur de l'hôpital-prison est-il clôture et paysage arrêté ou peut-il être aussi entrée de parc? Voilà. Merci. Moi, je voudrais juste revenir sur tout le début de votre intervention, quand vous avez dit, ce qui pour moi est absolument évident, que la procédure du 1%, c'est navrant, consternant. Enfin, et vous apportez, par tout ce que vous avez fait, la preuve de ce qu'effectivement un plasticien peut apporter, mais certainement pas dans le cadre du 1%. Alors, ce que je voudrais essayer de comprendre, c'est d'abord, dans quel cadre vous étiez le concours, c'était avec l'équipe d'architectes. Et ma deuxième question, c'est pourquoi on ne peut pas généraliser ça? Parce que ça paraît beaucoup plus intelligent. Oui, c'est une très bonne question. Hein. C'était tout le travail, c'est encore le travail de Karine Delanoë. Là, on a besoin vraiment de décideurs, de gouvernance, justement, pour installer ce système-là, puisque, effectivement, c'est la vraie question. C'est la vraie question. Là, donc, moi, j'ai présenté un concours avec, alors, je ne sais pas si vous connaissez le vocabulaire, on appelle ça une entreprise construction. Donc, c'est l'entreprise qui est mandataire. Et donc, l'architecte et moi-même, nous étions des sous-traitants. Donc, ils font ça actuellement. Pardon, je comprends bien. Il y a eu, alors, faudrait peut-être demander au. Il y a eu un concours d'architecture. Non, ça. Voilà, alors. En conception-réalisation. C'est en conception-réalisation, c'est-à-dire que tu choisis un maître d'œuvre, une entreprise de bâtiment, Bouygues, FH, peu importe, et qui constitue une équipe avec un architecte. Mais il y a un concours. Mais il y a un concours. Non, mais. En fait, je vais expliquer la genèse. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont fait un concours ouvert, mais auparavant, les concours, on va dire la maîtrise d'œuvre, donc on va dire celui qui touchait l'argent quelque part, c'était l'architecte. Mais aujourd'hui, pour des gros travaux qui sont conséquents, comme des hôpitaux, enfin comme celui-ci notamment, souvent, c'est maintenant, on appelle ça les entreprises de construction, donc c'est l'entreprise qui a le marché. Et l'architecte et les autres sous-traitants, enfin sont sous-traitants justement. Et là, dans ce cas-là, il y a eu un concours, donc une première sélection pour les 5 équipes. Donc là, on a été pris. Quand je dis on, c'est que nous, on s'est choisi entre nous, l'équipe. Entre l'entreprise, l'architecte et moi-même, on s'est choisi entre nous. Donc on a postulé à ce concours, on a été pris à la première sélection. Après, on a fait le concours et on a été lauréat. Donc on a vraiment fait la procédure de concours du marché public. Voilà. Mais vous ne connaissiez pas l'équipe d'architectes avant, si? Alors là, ça c'est marrant parce qu'en fait, ils avaient un autre artiste au départ, tout en amont, mais qui travaillait sur la lumière. Et là, le centre du Vinatier disait qu'ils avaient déjà toute une démarche, ils avaient réfléchi avec René Marguerite sur la notion du paysage et qu'ils ne souhaitaient pas que le bâtiment ait une approche au niveau de la lumière. Et là, ils ont dit qu'il fallait choisir un autre artiste. Et comme je travaillais au Vinatier, ils ont demandé au Vinatier s'ils ne connaissaient pas quelques artistes, ils ont donné quelques noms et là, les architectes m'ont choisi. Voilà. Mais ça veut dire quand même, pardon, puis ça veut dire quand même que l'architecte, comme je le crains, n'a pas dans son projet une dimension artistique. C'est-à-dire que ce que vous décrivez, c'est qu'il y a eu un projet d'architecture et on a fait appel
Donc c'est quand même... Non, j'ai travaillé avec les architectes et 3 Oui, mais vous n'avez pas discuté le projet avec le projet architectural? Si, tout. Ah bon, d'accord. Tout. Et ils ont été ouverts parce que je crains toujours que l'architecte dise attendez, moi je suis très bon, vous êtes une bohémienne, quoi. Non, alors ce qui était plus étonnant, parce que moi, je suis architecte, et après, j'ai fait Beaux-Arts. Donc j'avais peur qu'ils me prennent vraiment. Alors pour le coup, moi je connais bien le monde de l'architecture, il y a quand même pas mal d'ego. Hein. Donc je me disais, voilà, ils vont me prendre pour quelqu'un un peu qui marche sur leur plate-bande en gros. Et pas du tout. Ça s'est super bien passé. C'est l'équipe Vurpa à Lyon, mais vraiment, ça s'est super bien passé. Et le deuxième concours que j'ai fait à Bordeaux, super bien passé. Et alors, je leur ai posé la question, j'ai dit, mais comment ça se fait? Peut-être qu'ils disaient, nous parlons le même vocabulaire, donc on va plus vite. D'abord, j'ai été extrêmement séduit par votre approche, à titre personnel. Et en ce moment, à la FHF, on est en train d'imaginer, de réfléchir à des réflexions, si je puis dire, sur architecture, espace, urbanisme en santé. On a pensé à tout sauf à la place de l'artiste, ou l'apport de l'artiste, qui apparemment cherche à donner du sens. Moi, j'ai envie de vous associer à tout ça si ça vous intéresse. Voilà, c'est la première réflexion, parce qu'on n'a pas pensé à ça, et on est toujours dans la rubrique du 1%. La deuxième réflexion, qui est une provocation, c'est une méchanceté. Voilà, les élèves directeurs à l'ENSP, comment vous pourriez les transformer en zèbres? Je vous propose d'intervenir à l'école. Vous avez également travaillé dans les centres anticancéreux, où là, la thématique de l'enfermement, de la psychiatrie, évidemment, n'est pas présente. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre ressenti lié à ces patients-là, bien particuliers, où on s'écarte effectivement de la thématique d'enfermement? Oui, effectivement. Vous m'entendez, ouais? Ou je parle plus fort? Oui, effectivement, par rapport à... évidemment, c'est des autres mondes. Hein. Moi, je trouve... enfin, c'est le côté spatial. On aborde des gens avec leur monde. On ne peut pas faire partout pareil. Si un jour il se passe des choses, on ne peut pas reproduire. Enfin, moi, personnellement, je ne peux pas reproduire. Donc, évidemment, le monde du cancer, c'est très particulier. Et en plus, on m'a demandé de travailler avec les adolescents. C'est toujours la même chose, puisqu'on ne sait pas comment gérer les adolescents dans ce monde-là, et surtout de gérer des ateliers, puisque j'ai travaillé avec, j'ai fait des films d'animation, et notamment avec l'Institut Lumière à Lyon. Donc c'est ça qui était intéressant, puisque ça permettait aussi, même avec le Vinatier, de faire des petits films qui étaient présentés à l'Institut Lumière. Donc un peu comme un petit festival de Cannes, avec un petit buffet, etc. Donc il y avait tout l'événement aussi qui était très important. Et avec le cancer, nous avons fait la même chose, sauf que malheureusement, les pauvres cancéreux n'ont pas pu se déplacer. Donc en fait, on a fait en sorte que l'Institut Lumière vienne à Léon Bérard, donc à l'hôpital, pour justement présenter ce projet final. Alors, ce que je vais dire là sur Léon Bérard, bon, c'est des très grands centres, fantastiques, ce qu'ils font pour le cancer, c'est fabuleux. Mais là, je parler peut-être avec un deuxième ton, beaucoup plus personnel, c'est qu'en fait, il me semble, il y a tellement dans notre société une culpabilité avec le cancer, c'est que tout le monde donne pour le cancer, tout le monde veut à quelqu'un qui est mort, on va peut-être tous mourir de cancer, enfin, on a tous ce rapport avec le cancer qui est très présent, donc qui fait qu'il y a un monde dedans entre les bénévoles, de l'argent, enfin c'est énorme. Que je n'ai pas du tout rencontré ça en psychiatrie, ni avec les dialysés, parce que j'ai travaillé avec les dialysés. Ce sont des maladies un peu, pas oubliées, mais à l'écart. Tandis que le cancer, on est au centre de nos sociétés, de nos peurs, parce que ce sont nos peurs à chacun de mourir de cancer. Donc du coup, qui fait qu'il y a une énorme équipe. Donc, je ne savais pas qui était acteur, ça aussi, il y avait confusion des acteurs. Donc, quand on travaille comme ça au sein des équipes, on a besoin de savoir avec qui on travaille. Et là, donc, je ne savais pas. Donc, qui fait que c'était beaucoup plus flou, beaucoup plus difficile. Et avec en plus des adolescents, que je comprends, les adolescents, c'est la période où justement le corps
est important pour eux. Et qu'est-ce qui se passe? Ils perdent leurs cheveux, ils ont la chimio qui les déforme physiquement. Et donc, c'était des adolescents durs et pas évidents. En plus, on ne peut pas faire une continuité d'atelier puisqu'on en a un, puis après on en a un autre. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient gérées plus dans la difficulté que les autres centres avec lesquels, enfin les autres milieux hospitaliers avec lesquels j'ai travaillé. Alors, bon, moi je comprends hein, cette histoire, mais je préfère personnellement travailler dans des milieux un peu plus pauvres, mais où tout est possible et on peut vraiment créer, hein, que dans des milieux où justement, bon, si on veut un stylo, des fois, on disait gentiment hier, si on fait un stylo en psychiatrie, il faut faire un appel d'offres pour avoir un stylo. Tandis que si on veut un stylo à Léon Bérard, on a un stylo Montblanc. Donc voilà, ça c'est pour un peu la petite histoire. Donc moi je préfère personnellement travailler dans des situations un peu plus, on va dire, pas en fait, quelque part, la contrainte crée l'identité. Hein. Donc plus il y a de contraintes, mieux c'est. Donc que où il y a beaucoup de gens qui sont là et tout, qui sont là pour des bonnes causes, pour des causes de soi, il y a des confusions de tout, on ne sait pas qui soigne qui est malade, enfin bon. Donc du coup, mais c'est très personnel encore une fois. C'est rien contre Léon Bérard, c'est simplement un retour d'expérience. Merci beaucoup. Donc, une petite demande, vous avez devant vous normalement des fiches d'évaluation. Je vous demande si possible de les remplir et de les donner à Bastien Ripert. Ça nous aidera si vous avez des commentaires à faire, notamment sur la tenue de séance. Merci à tous les intervenants qui sont partis et qui sont là. Merci à vous qui avez été assez studieux jusqu'à samedi. Maintenant, on va passer à d'autres éléments. Le graphe, c'est aussi ça. Le graphe, c'est un moyen qu'on a trouvé quelques directeurs d'hôpitaux, ça a été créé il y a une trentaine d'années, pour se retrouver dans un endroit agréable, dans une forme de conclave, où chacun essaie de réfléchir à des thématiques qui ne sont pas des thématiques quotidiennes. On n'est pas là pour parler de la T2A et de son application dans les hôpitaux, ou sur de la réforme de la psychiatrie. Mais on est là pour parler des thèmes généraux et on essaie de s'enrichir avec des intervenants de qualité. Je vous laisse remercier ces intervenants de qualité qui sont intervenus tout au long de ce séminaire et réfléchir aussi dans un petit groupe, dans une forme de convivialité qui est propre au graphe. Le graphe ne fait pas des séminaires de 500 personnes ou de 100 personnes. Et j'espère que c'est un peu ça, le plaisir de se retrouver dans un endroit un peu en dehors de notre vie quotidienne, en dehors de nos objectifs, de nos... Anthony, notre respect de l'EPRD, de la mise en place de notre projet établissement, et d'essayer de construire ensemble, j'allais dire, quelques pistes de réflexion qui, de toute manière, demain, j'espère, vous permettront aussi d'avoir une réflexion dans votre vie quotidienne. Parce que dans le graphe, il y a un groupe de recherche et d'application. Donc, merci pour participer à ce séminaire. L'année prochaine, donc, nous allons travailler sur unité puis réalité. Donc, comme l'a dit Jacques Barrault, vous aurez droit, alors, je ne sais pas si on vous demandera de lire Raméi, on vous demandera de lire Plotek, mais derrière tout ça, il y a quand même des thèmes qu'on a retenus qui sont unité, représentation politique, les corps intermédiaires. Nous aurons, je vous dis d'avant, nous avons déjà anticipé quelques intervenants, notamment sur les ONG et l'organisation. Nous demanderons à un responsable d'IKEA de venir nous parler de l'unité de son... Pourquoi IKEA? Parce qu'il y a un bon débat actuel sur cette société, sur la construction de son unité et de cette pluralité d'établissements. Nous en profiterons, on en avait parlé un peu hier en aparté à Yvon Berland, qui est président local de l'ETAP, pour nous parler de la fusion de l'Université d'Aix-Marseille. C'est intéressant. Parce que je rappelle que vous êtes ici dans le cadre du graphe, et je terminerai là-dessus, Marseille, Montpellier et Nice. Voilà. Que donc nous comptons toujours sur les Niçois pour animer un séminaire, un thème l'année prochaine, un Montpellierin et un Marseillais. Merci encore de votre confiance, merci de votre participation, et comme on dit chez moi, Alam Keben.